Donc, on va essayer, Bezrat Hashem, après avoir évoqué la dernière fois toute la problématique, encore une fois, des frères de Yosef et de l'implication qui les surprend et qui entretient justement cette colère sur le fait qu'ils puissent imaginer Yosef qu'il va les diriger librement, qu'il va être choisi par eux pour les diriger, arrive le deuxième rêve. Et si le premier, au bout du compte, eh bien, Yosef les encourage à l'écouter, ce qui laissait supposer justement si réellement c'était un rêve qui était vain, au contraire, pleinement évoqué par Akash Baruch Hu, le deuxième rêve que vous avez devant les yeux, Makor numéro 65, dans Bereshit, Vayachlom od chalom. Donc Yosef va rêver d'un autre rêve, acher. Pourquoi il y a cette répétition od acher? Est-ce qu'au bout du compte, qu'est-ce que ça implique le fait qu'il a rêvé encore d'un autre rêve? Comment est-ce qu'on le comprend vis-à-vis du premier rêve? On va essayer aussi d'y réfléchir là-dessus. Et comme vous le voyez, Vaïsaper Oto Lechav, donc il le raconte encore une fois à ses frères, à la différence du premier où il était écrit Vayaged, là c'est Vaïsaper. Donc il n'y a pas du tout de dureté ou même d'impression de dureté dans le récit de son rêve, mais en tous les cas, il l'énonce. Vayomer. Voilà, il dit Iné, Chalamti Chalom Od. J'ai encore rêvé. De nouveau un rêve. Veiné. On voit ce iné qui revient plusieurs fois. Bezrat Hashem, j'espère qu'on aura un peu plus tard aussi un petit peu les tentatives d'expliquer pourquoi il y a cette répétition de ce iné plusieurs fois. Hashemesh ve ayareach, donc le soleil et la lune, ve achadasar kochavim et 11 étoiles, mishtachavim li, se prosternent à moi, devant moi. Et vous remarquerez qu'il raconte ce rêve et qu'il n'a pas du tout donné d'interprétation à ce rêve. Mais la réaction, puisqu'il le raconte, il s'appelle El Aviv. Il raconte ce rêve à son père et Ve'el Echav. Il a déjà raconté ce rêve. Et semble-t-il, il le raconte et il invoque son père dans le récit de ce rêve. Pourquoi, effectivement, pourquoi il faut le raconter ici à son père? Vaïgarbo et Yaakov, donc, eh bien, qu'est-ce que ça signifie? Gaar, pour l'instant, on va dire qu'il lui fait des remontrances. Vaïgarbo aviv, Vaïomer lo, ma achalom azeh asher chalamta. Tu sais, qu'est-ce que c'est que ce rêve que tu es en train de rêver? Il est en train de tourner ce rêve au ridicule et il s'est qu'au bout du compte, il est déjà dans l'interprétation du rêve. Yosef, a priori, n'a rien donné comme explication. Et pourquoi Yaakov réagit de la sorte? Avon, avo, ani, veimcha, tu es en train de dire au bout du compte qu'on va venir moi et ta mère, veachecha et tes frères, lishtachavot lecha arza. Comment se prosterner devant toi à terre? Donc vous remarquez, encore une fois, que Yaakov a tout de suite saisi une interprétation du rêve qu'il est en train de tourner au bout du compte au ridicule. Ou ce rêve est vrai, et dans ce cas-là, pourquoi tu tournes au ridicule? Ou ce rêve n'a aucune base, et dans ce cas-là, pourquoi lui donner importance? Alors, voilà les quelques questions pour l'instant qu'on va aborder. Il y en a encore deux ou trois autres, Bezrat Hashem, par la suite qu'on va essayer de voir ensemble. D'abord, la Asher Kadosh, dans Makor numéro 66, dans ce récit justement du rêve, avec ce soleil et cette lune. Alors, où Yaakov, ou Bila? Ça, c'est quelque chose sur lequel on va devoir revenir un petit peu plus tard. Qui est le soleil et qui est la lune? Eh bien, Yaakov et Bila, chez Bimkom Rachel, puisque Rachel est décédée. Mais donc, Yaakov, encore une fois, en disant c'est toi, c'est moi et ta mère, Rachel est déjà décédée. Ça pose malgré tout le commentaire qu'il dit ici à Asher Kadosh et qu'on va revoir aussi chez Rashi, pose malgré tout une question et un problème parce que Bila est aussi décédée. Donc, qu'est-ce que ça vient apporter de plus? Mais on va voir. Donc, évidemment, les 11 étoiles seraient les tribus. Mishtachavot li. Ou bezeitzdak, Mahamar Torah. À savoir que, au bout du compte, cette parole de Torah
au moment où Yosef va raconter donc un autre rêve, autre halom acher. Pourquoi c'est justement cette doublure, cette allitération entre od et acher? C'est sur le point-là sur lequel je vais insister. Ki bechina, nous dit le Rav al-Shir HaKadosh, Ki bechina achat ou chalom. Od, shu nimshach mi'akodem. Premier point serait Tu ne que peux pas penser que c'est lui qui est Acher? C'est celui qui a rêvé qui est Acher? Pourquoi c'est lui qui est acher? Parce qu'il est différent après le premier rêve? Non, le rêve serait différent. Non, le rêve est différent. Autre à l'homme, Acher. Mais on ne peut pas Alors penser que c'est... justement, oui, mais si tu dis Ok. autre halom, alors ça veut dire qu'au bout du compte, c'est ce que va dire la Kadosh, qu'il y a une continuité avec le premier rêve. C'est ce qu'il Ok. propose. C'est-à-dire qu'au bout du compte, les deux rêves sont liés l'un à l'autre. Et qu'est-ce qu'ils viennent au bout du compte ajouter? Encore une fois, la Torah ne perd pas son temps avec des mots, avec des palabres. Chaque expression, chaque mot, chaque point est important. Donc, si encore une fois, tu as déjà raconté ce premier rêve et tu leur as demandé de l'écouter, que le deuxième rêve, tu ne leur demandes pas de l'écouter, tu viens le raconter, point. Qu'est-ce qu'il vient ajouter? Qu'est-ce qu'il vient confirmer? Donc, autre halom, shunim shach me'akodem. Il vient du premier. Veze omro, od tosofot ala kodem. Et peut-être qu'il vient ajouter, encore une fois, au premier rêve. Et d'autre part, ou bechina acheret ou acher. Ou alors, ce qui n'est pas contradictoire, mais en tous les cas, si, au bout du compte, ça peut paraître contradictoire, à savoir que ce serait un autre rêve qui n'a rien à voir avec le premier et qui ne vient pas s'ajouter au premier. זה לא בועם לקנות תבואתו, וזה על הכנעם תחתיו. En fait, le premier rêve serait au bout du compte le fait qu'ils viennent acheter leur récolte chez lui, puisqu'on était dans ce rapport à l'agriculture, à ces meules de foin, et dans le deuxième rêve qui est évoqué, Alachnam Tartav, ils viennent se prosterner devant lui. Omnam, mais on n'a pas encore la réponse à ce rêve. Il n'a rien dit, il n'a rien interprété. Il n'a pas dit au bout du compte, les 11 étoiles, c'est vous, et le soleil et la lune, c'est mon père et ma mère. Il raconte ce rêve. Vaya, im levavam, shiuki yistarer veimloch alehem. Rien n'a été dit encore une fois sur la solution de ce rêve. Mais ce qui était clairement invoqué pour les frères, c'est qu'au bout du compte, il va les diriger, il va être celui qui va être le dirigeant sur eux. Loïtzdak Tormelucha, et comme on avait expliqué, il ne serait pas envisageable que les frères qui ont de la haine pour Yosef, au vu de ce processus qui est en marche, qui puissent le nommer roi, ni maintenant, ni pour l'éternité. Alors pourquoi vient-il raconter ce rêve supplémentaire? Ce qui n'était pas clair dans le premier rêve pour eux, et ce qui advient d'autant plus clair pour le deuxième, c'est qu'au bout du compte, il vient raconter au bout du compte une dimension prophétique. Ça veut dire que vous avez cru pendant une seconde que j'étais orgueilleux quand je vous raconte ce rêve, et que c'était uniquement par envie par envie de puissance. Et maintenant, je suis en train de vous annoncer en fait que tout ce que j'ai rêvé, ça provient d'Akadosh Baruch Hu. C'est une décision divine. Donc, a priori, vous n'avez aucune raison de me haïr. Je dis a priori parce qu'on va voir ce qui va se produire. Alken et Shiv Yosef. C'est encore pire. C'est encore pire. Oui, mais c'est Akadosh Baruch Hu. Oui, mais ça, c'est lui qui le dit. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il est détesté déjà, ils vont être encore plus jaloux. Non seulement je dis que je vous domine, mais en plus, ça vient même pas de moi, les gars, ça vient directement du boss. Donc, alors justement, mais si, il a fait. Si quand tu as au bout du compte des Talmidei Chachamim, avec tout le respect qu'on a pour ces Talmidei Chachamim, qui au bout du compte, qui les intéresse, qui les importe énormément, c'est la parole et la parole véridique d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est a priori, je répète ce qui devrait être, c'est d'autant plus vrai pour les fils de Yaakov. Si c'est vrai pour les Talmidei Chachamim, c'est d'autant plus vrai pour les fils de Yaakov. À partir du moment, il y a une discussion entre deux étudiants à la yeshiva
qui sont sincères, qui ont une hirat shamaim, mais on peut penser évidemment que les fils de Yaakov, on avait déjà démontré sans aucun contexte. Donc, à partir du moment où le Rav, il a tranché, alors, par humilité, on se dit clairement, ben, ok, donc je me suis trompé, ou ce n'est pas la halakha, elle n'est pas comme je l'ai dit, point final. Donc là, c'est au bout du compte, dans cette même optique. C'est ce qu'il nous dit. Il leur répond comme cela. J'ai encore rêvé. Od mosif. Il ajoute encore. On est faresh kodem ou marziv ma'amarchem. Et il vient au bout du compte, quelque part, décevoir leurs propos, les propos des frères, qui avaient un doute sur son authenticité, sur sa véracité. Qui asher chashavtem shema shaya belibi bayom. Ce que vous pensiez pendant une seconde, c'est que j'avais envie au bout du compte de prendre le pouvoir sur vous. Nidme elai balaïla, que genre j'avais juste des rêves de puissance. Veu chalom kozev, qui serait au bout du compte un faux rêve, un rêve futile. Lo chenhu, qui n'est chalamti chalom, ce n'est pas ça qu'il faut comprendre. J'ai rêvé un rêve, encore une fois, que l'omar mosif. Il ajoute au Mefaresh à Kodem qui vient expliquer ce premier rêve. Veine Hashemesh vayareach, etc., qui se prosterne devant moi. Vaïtachen aya ole belibi ayom, she'avi ve'emi shtachavou li, ach ze yochiach gam al harishon ki hakol min hashamayim. Ce qui vient d'être ajouté au bout du compte de manière implacable, c'est qu'au bout du compte, en réaction à ce premier rêve que vous pensiez comme un rêve colonialiste, comme un rêve futile, eh bien, il est clairement énoncé par Akadosh Baruch Hu. Et il leur a même pas demandé, encore une fois, de l'écouter. Il leur a dit, voilà, je vous raconte ce rêve. Et il reste, encore une fois, la question... Encore une fois, c'est sa vision à lui. Non, c'est prophétique. Oui, mais à ce moment-là, il se positionne comme étant un prophète vis-à-vis de ses frères. Mais parce qu'il l'est. Oui, il l'est, mais est-ce que ses frères le reconnaissent comme tel? Ah, il fait, on va voir. Le premier rêve, ils ont posé un doute sur la véracité, sur la justesse, encore une fois, de ce qu'il évoque. Ouais. Dans le deuxième rêve, il vient montrer au bout du compte que c'est Mina Shamaim. Mais en quoi il montre je ne vois pas en quoi il le montre plus que le premier. Alors, on va voir. On va avancer, tu vas voir. Mais, encore une fois, dans le premier rêve, il leur a demandé d'écouter son rêve. Oui. Dans le deuxième, au bout du compte, il dit voilà ce que j'ai rêvé. Et on va voir, justement, pourquoi est-ce qu'il y a une véracité prophétique dans ce rêve. Mais en tous les cas, c'est ce qui vient de montrer. On va voir. En tous les cas, ils ne lui répondent pas. Il leur a pas demandé de les écouter. Il a justement, il raconte ce rêve. Regarde ce que dit le Nativ, Makor 67, Vayomer. Il raconte, L'obikesh et Ishmeou, il n'a pas demandé qu'ils les écoutent. Qu'ils ils ne sont pas intéressés à l'écouter de toute façon. Mais cependant, il raconte ce rêve et il y a le père qui est à côté. Il y a Yaakov Avinu qui est à côté. Beyotam omdim karov laviem amariné. Il a à côté son père et au bout du compte, Emlo ishivu meuma. Ils ne vont rien répondre. On a vu au bout du compte comment est-ce que Yosef raconte, alors que dans le premier rêve, on évoquait, avant même qu'il ouvre la bouche, eh bien, une certaine colère, une certaine haine, un certain zèle à l'égard de Yosef. Dans ce deuxième rêve, il le raconte et il n'y a rien qui est évoqué, en tout cas pas pour l'instant. Pourquoi ils ne disent pas? C'est pas qu'ils n'en pensent pas moins, mais en tous les cas, ils n'osent pas le dire à côté d'Yaakov. Et au bout du compte, Yosef raconte ce rêve. Il reste, encore une fois, je répète, cette haine, elle est clairement vécue. Mais en quoi la remarque de Yaakov, justement de Yaakov Avinu, elle va être justifiée? Pourquoi est-ce qu'il agit de la sorte? Pourquoi est-ce qu'il lui fait des remontrances? Avant cela, regardez d'abord ce que nous dit le Ktav HaKabbalah dans Makor 68 sur ce récit de ce rêve, justement. Avshera Yosef, ki nitvasfa sinatam alav. Il a bien vu qu'ils le haïssent encore plus. Le fait qu'ils n'attendent pas leur écoute, j'ai déjà souvent évoqué cette problématique, que la prophétie, encore une fois, le prophète est obligé de raconter son rêve. Il serait condamné s'il ne raconte pas son rêve. Donc, il n'est pas dans l'écoute. Il est prêt à mettre sa vie en danger. Mais encore une fois, il accomplit ce qui est décrété par le Créateur. Et on voit bien ce qui se passe.
il y a un ajout de haine à son égard. Et pourtant, il raconte. Bechol zot, lo nimna. Nous dit le Ktav Kabbalah, lo nimna milodiam chalom sheni. Il sait pertinemment qu'il le haïsse, et pourtant, il ne s'empêche pas de raconter ce deuxième rêve. Ki chachav she'achalom harishon lo to'il lahem lakir le'askama hashminit. Il ne pensait pas, encore une fois, que ce rêve, ce premier rêve, aiderait à reconnaître l'origine prophétique de ce rêve. Les romémo alem, velasir sinatam, et d'enlever cette haine. Mais encore une fois, à partir du moment où il vient dire que Akadosh Baruch Hu ainsi m'a dit, et au bout du compte de vous dire, donc peut-être ça va calmer. Excuse-moi, Rav, je voudrais te poser deux questions parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Stan a déjà posé la question, mais je n'ai pas compris la réponse. La première, c'est qu'est-ce qui prouve que c'est prophétique? Parce que le deuxième, ils sont jaloux de lui, et ils sont jaloux de lui, ils le détestent pour toutes les raisons qu'on a étudiées ensemble. Et là, il a ce deuxième rêve qui, d'abord, qu'est-ce qui prouve qu'il est prophétique? Et deuxièmement, comment peut-il espérer qu'en leur prouvant qu'il est prophétique, ils vont moins le détester, puisque c'est justement parce qu'ils le jalousent qu'ils le détestent, et ils vont le jalouser encore plus s'ils pensent que Dieu s'adresse à eux, à lui directement, et pas à eux. Pourquoi notre frère est prophète et pas moi? Je crois qu'il s'en fout d'être détesté, d'être jalousé. Lui, c'est pas son profil. Il n'est pas là-dedans. Il y a plusieurs points. Mais je dis pas qu'il s'en fout ou pas. C'est pas ma question. Ma première, c'est qu'est-ce qui prouve, et ma deuxième, c'est tu viens de dire que c'est important pour lui de leur montrer que ça vient directement de Dieu et pas de lui. Non. Pourquoi c'est important s'il s'en fiche? Okay. D'abord, non, il ne s'en fiche pas du tout d'ailleurs. Il ne s'en fiche pas du tout, mais il est prêt à prendre ce risque encore une fois parce qu'il accomplit le décret divin. Maintenant, il faut reprendre plusieurs choses. Dans tous les premiers cours, c'est pour ça que c'était des cours importants, introductifs, pour bien rentrer dans le sujet, c'est la personnalité de Yosef Hatzadik. À partir du moment où on est conscient de l'humilité de Yosef, qui, encore une fois, a été montrée, donc on n'a pas de risque là-dessus. Éventuellement, on peut remettre en cause sa jeunesse, il a 17 ans, etc. Maintenant, on découvre que c'est bien plus que ça. Ce n'est pas simplement des erreurs de jeunesse, comme on aurait pu le croire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si effectivement, il y avait une problématique dans la mesure où il leur demande d'écouter son rêve, donc il y a une sorte de dialogue qui s'installe entre eux. Venez écouter mon rêve. Mais là, on voit au bout du compte qu'il raconte ce rêve sans attendre leur consentement à écouter ce rêve. Il le raconte. Et on sait pertinemment qu'il est coutume de raconter son rêve ça aussi on n'en avait pas la semaine dernière, il est coutume de raconter son rêve à quelqu'un, encore une fois, qui va être bienveillant, qui va avoir une écoute, une oreille bienveillante à l'égard du rêve. Donc ça veut dire aussi que Yosef Hatzadik, la première fois quand il a raconté son rêve, il avait le sentiment qu'il parlait à ses frères, donc ils avaient un regard bienveillant, une écoute bienveillante à son égard, et donc il pouvait se permettre de raconter ce rêve à ses frères. Dans le deuxième rêve, il n'est plus dans cette dimension-là. Il est dans la dimension qui vient démontrer que le premier rêve n'est pas un simple rêve, mais qu'il était, comme je l'ai dit, d'inspiration prophétique. Et on va voir pourquoi cela est évident qu'il est d'inspiration prophétique. Mais le fait est, c'est que je répète, nous ne sommes, à partir du moment dans la tête de Yosef où ça provient encore une fois de la vérité divine, alors la colère n'a pas lieu d'être. Ce qui posait problème aux frères dans le passé, c'était qu'au bout du compte, eh bien, Yosef disait des paroles mensongères, des paroles qui n'étaient pas cohérentes avec les enseignements de Yaakov, avec les enseignements d'Abraham et de Yitzhak. Donc, par conséquent, il va nous faire trébucher, il va nous amener en Égypte. Et on avait évoqué cette problématique à ce stade-là de l'histoire. Eh bien, aller en Égypte est fondamental. Et que ça passe par Yosef, au risque du danger qui va s'inscrire. Oui, donc ce n'est pas tant qu'ils sont jaloux de Yosef, c'est juste qu'ils ont des conceptions du projet qui sont en conflit. Exactement. Ce n'est pas de la jalousie, en fait. Ils avaient montré qu'il était fondamental que chaque identité, encore une fois, se développe de manière absolue. Chaque identité du peuple
pour ceux qui avaient, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter, mais on m'a demandé d'enregistrer un Dvar Torah pour la parashat Vaikel Pekoudé, et j'avais évoqué l'idée que Shabbat HaChodesh aussi, où on amène chacun au bout du compte le même cadeau au Beth Amikdash pour le Mishkan, pour l'inauguration du Mishkan. Et au bout du compte, chacun amène le même cadeau. Alors, pourquoi le répéter 13 fois? Et la réponse était que chaque identité, elle est fondamentale. Là, encore une fois, c'est l'identité de la tribu, mais là, elle est en train de se constituer. Donc, automatiquement, ça crée des tensions parce que chacun a une identité qui est en train de développer. Mais le fait est, c'est qu'il est en train de leur dire que ce que je vous ai dit, ce n'est pas de moi, c'est Akadosh Baruch Hu. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, leur jalousie, du coup, n'a pas lieu d'être. Nous ne sommes pas dans un conflit, on n'est pas dans le parrain. On est dans une réalité où ce sont des êtres animés par, encore une fois, la dimension divine qui va mener l'histoire. Donc, par conséquent, les fils de Yaakov sont profondément élevés. Il y a une autre paracha que je n'ai pas encore eu l'occasion d'étudier aussi avec vous. On peut lire à chaque fois, c'est tout le problème, on peut lire de deux facettes. Quand on parle de Dina, la fille de Yaakov, on peut la lire comme étant Chas v'Shalom, une jeune fille qui veut sortir et qui veut faire plein de bêtises, ou alors on peut le lire tel qu'il faut le lire, à savoir qu'elle veut elle aussi honorer le rôle tenu par Yaakov, à savoir diffuser, justement pour reprendre la remarque tout à l'heure de Elia, de diffuser la parole d'Akadosh Baruch Hu à tous les habitants de la province. Et elle se met en danger en faisant cela. Donc, vous voyez, encore une fois, on a encore une fois ces deux niveaux de lecture et un niveau qui voudrait, au bout du compte, abaisser ce dont on parle. Là, dans sa tête, encore une fois, de Yosef, il est clair, même si, encore une fois, ils ne vont pas le penser comme ça, ils ne vont pas le vivre comme ça, mais dans sa tête, à partir du moment où il vient démontrer que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, alors, vous n'avez aucune raison de me haïr. Au contraire, acceptez-le, corrigez-le, et on va avancer ensemble. Mais ce n'est pas ça qu'ils ont compris. D'accord? Mais on va avancer sur la démonstration de ce point sur la parole prophétique. Vous allez voir dans quelques minutes. Kichen, Damou ben Avsham, Shachalom Eino Chalom Nevoui. Les frères de prime abord ont pensé que ce n'était pas un rêve prophétique. Kim, mi irure de yomo. En pensant tout simplement que c'était lui qui avait des chimères, enfin voilà. Oh, qu'il a inventé ce rêve, juste pour les mettre en colère. Encore une fois, c'est ce qu'on aurait pu croire. Mais étant donné, encore une fois, que ce deuxième rêve touche son père, c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il va être présent quand Yosef va raconter ce rêve. Encore une fois, Yosef qui est animé par l'humilité, qui est aimé par Yaakov qui lui a donné cette tunique, s'il évoque l'idée, ce que Yaakov va très bien comprendre, à savoir que le père va se prosterner devant son fils, là encore une fois, on peut le lire sous un angle de l'orgueil, si ce n'était pas Yosef, mais comme c'est Yosef, alors c'est clair qu'il ne peut pas mentir. Il ne pourrait pas, au bout du compte, prétexter d'avoir une parole fidèle à Akadosh Baruch Hu et honorer son père comme il se doit, en tenant un propos pareil s'il n'était pas à la base prophétique. Veshe idgadel al aviv yakniteu lachen odiu oto laem leorer datam. Il vient leur, encore une fois, les réveiller, leur enseigner, leur transmettre que c'est une prophétie. C'est Akadosh Baruch Hu qui a fixé la grandeur de Yosef. Vetit karer datam la sirsinatam, en espérant, en pensant que cette haine, du coup, eh bien, va se calmer, va redevenir une proportion. Jamais, au grand jamais, va dire Yosef, je n'aurais envie, je n'imaginerais une seule seconde que mon père se prosterne devant moi, si ce n'est par décret divin. V, Odi Akatu, chez Behemet. Donc, encore une fois, la Torah nous renseigne bien sur le fait que la finalité de la demande de Yosef, Tachlit Mevukasho,
qui est Kirush et Nevoa Amitit, ils vont reconnaître que c'est une réelle prophétie, ou Min Hashamaim Iskimu Leromemu Alehem. Et au bout du compte, ça vient d'Akadosh Baruch Hu qu'ils ont accepté encore une fois cette idée que c'est une parole prophétique et du coup, Pascha Sinatam, leur haine désormais s'est achevée, s'est arrêtée. Rag veyakinu oto, kinat akavod aromemu. Ils ont un problème maintenant, et je reprends la remarque de Arnaud tout à l'heure, ils ont un problème maintenant. Ok, donc on ne remet pas en cause ce rêve qui est clairement prophétique, mais donc ça nous pose problème maintenant par rapport à cette dignité de Yosef, par rapport à cette grandeur de Yosef auquel il va aspirer, auquel il va atteindre. Maintenant, si Yaakov, je le dis maintenant, mais on va y revenir, si Yaakov arrive à démontrer que ce rêve, c'est une bêtise, alors a priori, ça va calmer leur colère. Puisqu'encore une fois, toute leur colère, désormais, elle n'est plus seulement, elle n'est pas parce qu'au bout du compte, il a des envies colonialistes ou des envies de pouvoir, des envies de puissance. Non, leur colère, elle est sur le fait que ce rêve est vrai. Et donc, ça veut dire qu'a priori, eh bien, il va nous diriger. Mais c'est impensable. Ils sont beaucoup plus âgés que lui, ils connaissent l'exil, etc., etc. Que va dire Yaakov? Donc, justement, quand il raconte ce rêve et que Yaakov est présent, regardez Makor 69, il s'appelle Elaviv Elecha, et Leachar Shesiper Oto Lecha. Il a raconté ce rêve déjà à ses frères, puisqu'on l'a vu au début. Chazar Vesiper. Vesipro, il y a une faute de frappe, pardon. Vesifro Leaviv Befenehem. Maintenant, il raconte ce rêve désormais à son père devant ses frères. Le Tatsiv nous dit, va il s'appeler la vivre, Chazar vesiper bemahamad kula. Maintenant, tout le monde est en train d'entendre ce rêve et on attend au bout du compte, puisque c'est son père qui est clairement animé par la parole prophétique, Yaakov Avinu va solutionner ce rêve, va donner au bout du compte, c'est quoi le sens de ce rêve. Va vivre patarlo. Alors, la réponse de Yaakov, c'est Ga'arbo. Qu'est-ce que c'est que Ga'ar? Nous dit le Metsudat Tzion, Makor 71, Ineni Go'er lachem Go'er. C'est quoi Go'er? Inyan Za'akat Nezifa. Il vient au bout du compte lui faire une remontrance forte, le remettre à sa place. Qu'est-ce que c'est que ce rêve? Attention, il est en train de raconter ce rêve. Il y a quelque chose de prophétique dans ce rêve. Yaakov est conscient que c'est prophétique et pourtant il est en train de tourner ce rêve au ridicule. Regardez le Chizkouni, Makor 72. Vaïgar bo aviv. Afal pichen va aviv shamar et adavar. Ça, on va le voir tout à l'heure. Malgré tout, Yaakov a gardé ces paroles énoncées par Yosef Hatzadik. Ça veut dire qu'il a fait une remontrance, qu'il a remis en place, qu'il a tourné au ridicule ce rêve. C'est la partie, entre guillemets, visible de l'iceberg. Mais derrière ça, Yodea Aya, Sheayu Adevarim Atidin Liga Elehem. Mais il savait au bout du compte que ce qu'a annoncé Yosef allait finir par se produire. Aval Kedel Ashkit Akina Shebenem Ga'arbo. Pourquoi est-ce qu'il a agi comme ça? Pourquoi il a fait une remontrance à Yosef Hatzadik? Pour calmer au bout du compte la colère et la jalousie et qui a au bout du compte été engrangée parmi ses frères. C'est ça au bout du compte c'est en train de se produire. Il faut maintenant calmer les tensions parce que ça prend vraiment une ampleur terrible. Et pour pouvoir justement tourner au ridicule ce rêve, alors il faut qu'on essaie de comprendre qu'est-ce que c'est qu'au bout du compte. D'abord, effectivement, de quelle manière il fait cette remontrance, de quelle manière il essaie de tourner au ridicule, et ensuite, quel est le sens réel de ce soleil, de cette lune et de ces 11 étoiles. Et puis, je vais vous ajouter une question supplémentaire. La démarche de Yaakov, qui, a priori, donc, fait une remontrance pour tourner au ridicule le rêve de Yosef, et qu'à l'intérieur, il sait exactement le sens de ce rêve. Est-ce que les enfants de Yaakov, les autres frères de Yosef,
Est-ce qu'ils ne l'ont pas pressenti? Est-ce qu'ils ne l'ont pas vu? Bon, Hachem, si nous, on est capable de le percevoir, je pense que d'autant plus les fils de Yaakov l'ont vu. Donc là encore, comment est-ce qu'ils vont se positionner par rapport à ça? D'abord, Ma Chalom Hazeh, nous dit le Rav Sforno, En Zekim Roalev Shetarshov Limoloch Alenu. Voilà, la conception claire qu'on a déjà évoquée, c'est vraiment quelque chose de très problématique que tu peux imaginer une seule seconde que le 12 Nissan, on va voter pour toi. C'est-à-dire, évidemment, c'est hors de propos, a priori. Nous lit le Malbim, Vaïgar Bo Aviv Kamo. Ine, Chalam Tadavar Sheyev Charliot. La meilleure manière, au bout du compte, de dégonfler, si on veut dire, le ballon, c'est de démontrer que ce rêve est faux, qu'il n'est basé sur rien. Les trois choses qui vont, au bout du compte, montrer que ce rêve est impossible. Le premier, c'est qu'on ne peut pas, évidemment, te nommer roi, puisqu'on n'est pas, on est en colère contre toi, donc il n'y a aucune raison, on est jaloux. Il y a cette haine des frères qui fait que tu ne peux pas être nommé roi normalement. Nous dit le Malbim, trois choses. Avon avo, ani, aefshar sha'avi, av ishtachave lebno. Comment tu peux imaginer une seule seconde que le père et, au bout du compte, la mère aussi, vont se prosterner devant toi? Pourquoi la mère, pourquoi Rachel ne peut pas se prosterner devant Yosef? Parce qu'elle est décédée. Veimecha shekvar meta. Deuxième raison pour laquelle ton rêve ne peut pas être juste. Troisième raison, ve'achicha shem rabim ve'atsumim imcha. Et tes frères qui sont plus importants, plus forts que toi, comment est-ce qu'au bout du compte, c'est eux qui, au bout du compte, se prosterneraient devant toi, qui seraient eux qui te serviraient? Rashi a très bien compris cette problématique d'abord qui est évoquée sur la place du père et de la mère et de la problématique évidemment de Rachel qui est déjà décédée. On dit Rashi, avonavo, ve'alo imcha gvar meta. Ine, ta mère est déjà décédée. Ve'u lo haya yodea, shadevarim magi'in le Bila. Yaakov ne pensait pas qu'il s'agissait en fait de Bila qui a élevé Yaakov comme sa mère. Donc quand on dit a priori le soleil et la lune, alors il s'agirait de Yaakov et de Bila. Verabotenu lamdu mikan she'ein chalom belo devarim betalim. De là, justement, les Chachamim vont dire qu'il n'y a jamais, au grand jamais, de rêve qui ne serait pas, où il n'y aurait pas des choses aussi qui n'ont pas de sens, qui ne sont pas authentiques. Ve Yaakov nitkaven leotzi adavar milevav banav, comme on l'a dit, la volonté de Yaakov était de réduire presque à néant, j'ai envie de vous dire, la haine de ses frères, des frères à Yosef. Chez Lo Ikanu, qui ne soit plus jaloux à son égard. Les Kachamar, Lo avonavo. Donc, encore une fois, on le tourne au ridicule. Keshem chez Yevshar beimcha, Kach, Achar ou Batel. Puisque au bout du compte, tu as laissé entendre que moi, Yaakov, et ta mère Rachel, on allait se prosterner devant toi, ce qui est impossible pour toutes les raisons qu'on a invoquées. Donc, par conséquent, tout ce que tu as dit dans ton rêve est rempli de contradictions et est faux. Et à la rigueur, ça pourrait calmer les frères, puisque justement, ce rêve n'est pas fondé sur une dimension prophétique. Juste une question. Tout à l'heure, tu disais qu'ils reconnaissent que c'est son rêve vient d'Akadosh Baruch Hu. S'ils le mettent en ridicule, c'est pas tourner en ridicule la parole d'Akadosh Baruch Hu? Oui, mais Yaakov essaye au bout du compte par tous les moyens d'éviter ce décret, d'éviter ce que ça semble impliquer. S'il arrive, Yosef essaie de démontrer que sa parole provient d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas Yosef qui tourne en ridicule son rêve. Non, c'est Yaakov. Yosef essaie de démontrer que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Si Yaakov, qui est reconnu dans sa dimension prophétique, arrive, entre guillemets, à démontrer que ce rêve, donc, n'est pas prophétique, alors peut-être ça va calmer les frères. Comme il est jeune, Yosef, peut-être c'est pas une vraie prophétie malgré tout. Il a peut-être vu quelques bribes de quelque chose qu'on peut éviter. D'accord. On sait dans l'histoire qu'il y a eu énormément de prophètes, et de vrais prophètes et de faux prophètes.
On pouvait avoir un même événement qui était raconté par Irmiaou et qui était raconté en parallèle par quelqu'un d'autre qui, au bout du compte, comprenait de manière totalement différente, encore une fois, le rêve. On sait pertinemment, l'Avdil, que quand le pharaon va faire appel à Yosef, c'est après avoir reçu des explications qui ne l'ont pas satisfait de tous les magiciens qui avaient autour de lui. Pourquoi cette vache, pourquoi grosse, maigre, etc. Il n'a pas reçu une réponse satisfaisante. Donc peut-être que Yosef, pareil, peut-être qu'il a vu quelque chose, mais qu'au bout du compte, il est déjà, encore une fois, dans une interprétation qui est erronée. Donc si j'arrive à démontrer... Il remet en cause le fait qu'il est prophète. Exactement. Mais c'est une solution pour essayer d'éviter, au bout du compte, la discorde qui commence à faire monter de plus en plus entre Yosef et ses frères. D'accord. Et puis surtout, comme j'avais dit, il y avait l'autre versant que pensait Yaakov, Vaïchel Yaakov et Shalva, qui pensait Bémet qu'on n'aurait plus besoin de descendre en Égypte. Parce que laisse entendre Yosef, la problématique que laisse entendre Yosef, c'est ça. Et ce que les frères qui, eux, ont vécu chez Lavan veulent éviter à tout prix. Chez Yaakov, ils pensaient qu'on avait atteint, ça y est, on avait achevé le projet. D'accord si je me permettais un tout petit parallèle, certains pensent qu'au bout du compte, en arrivant en Israël, dans l'État d'Israël, ça y est, on a tout fini. Et on sait pertinemment que, on n'est plus en exil, mais on sait aussi qu'il y a tout un processus qui est encore long et compliqué. Achat, le Ramban, en réaction justement à ce que dit Rashi, pour essayer de justifier au bout du compte qu'il n'avait pas compris Yaakov qu'il s'agissait de Bila et pas de Rachel, pose la question suivante malgré tout, à savoir que Bila est elle aussi décédée. Donc la question ne se pose pas. La preuve, c'est qu'en arrivant en Égypte, il n'y a plus Bila. Nous dit le Ramban, les Fidati, qui be'et sheyarad Yaakov le Mitzrayim, gvar meta Bila gam zilpa. Toutes les deux sont décédées. Entre parenthèses, je vous rappelle qu'après la mort de Rachel et de Léa, Bila et Zilpa reçoivent l'appellation de Nashav, des femmes de Yaakov. Certains midrash disent que c'était, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Certains midrashim rappellent que, et notamment le Ramban, disent que semble-t-il ce sont les sœurs de Rachel et de Léa. D'autres disent que ce sont des servantes vraiment. En tous les cas, elles n'ont jamais été appelées femmes de Yaakov, mais une fois que Rachel et Léa étaient décédées, alors elles ont cette appellation. En tous les cas, elles sont elles aussi toutes les deux décédées en descendant en Égypte. Quand on va descendre en Égypte, Milvad Nasheb Bnei Yaakov, on parle des femmes, des enfants de Yaakov, mais Lo Iskir Milvad Nashav Venashe Benav. Mais on n'a pas parlé des femmes de Yaakov. Donc il est clair qu'encore une fois, Bila et Zilpa ne sont pas appelés. Veim Tomar, qui be'avour eyotam pilakshim, le Ratzalomar. Si on dit comme ce n'était pas réellement les femmes, c'était uniquement les servantes, les concubines, on dirait en français, alors les Val Minaché, Bnei Yaakov, Pilakshav, Inekatuv, Neshe Aviv. Mais comme on a dit, après la mort de Rachel et de Léa, elles sont appelées Neshe Yaakov. Donc on ne peut pas au bout du compte les oublier. Et en plus de ça, si on parle de la lune, l'équivalent de la lune, alors il ne serait pas envisageable que celles qui sont les mères porteuses, en tout cas, elles soient considérées comme la lune, qui a une telle importance. Donc en fait, qu'est-ce qu'en fait il faut comprendre dans ce rêve? Hashemesh Ramaz le Yaakov, donc le soleil c'est Yaakov, Vayareach Ramaz libne Beito. Et en fait, la lune, eh bien, il s'agit de la maison, encore une fois, de Yaakov. Toutes les femmes, chez Behem et Utoldotav, toutes les femmes qui vont engendrer, au bout du compte, la famille hébraïque. Vaïrmoz, qui kol toldotav, ishtachavulo. Ainsi que tous les engendrements, au bout du compte, de Yaakov qui vont se prosterner devant Yosef Hatzadik. Vehem kol shivim nafesh. Yotse yecho. Tout ce qui va sortir au bout du compte de Yaakov, qui kulam ishtachavu beboam elav. Tout le monde s'est prosterné devant Yosef quand ils arrivent devant lui en Égypte. Vechad asar kochavim.
Elou Echav, Asher Ishtachavu Lo. Et les 11 étoiles, donc restent effectivement les 11 frères de Yosef qui vont se prosterner, encore une fois, devant Yosef, Bifne Atzman, Terem Ba'aviem, avant, qui vont se prosterner devant Yosef, avant l'arrivée de Yaakov. Veyavo Yosef Abaïta, Veyaviu Lo et Amincha, Asher Beyada Abaïta, Vishtachavu Lo, Apaim Arza, ce qui va se passer par la suite, comme nous le savons, où ils vont descendre en Égypte et ils vont se prosterner devant Yosef Hatzadik. Mais ça nous pose malgré tout problème, parce qu'on n'a pas dit on a Shemesh et Yareach au bout du compte, on voit deux réalités qui se complètent l'une avec l'autre. En fait, Shemesh et Yareach, c'est ce que va nous montrer le Ktav HaKabbalah. Shemesh et Yareach, en fait, c'est Yaakov. Les deux, c'est Yaakov. C'est deux facettes de Yaakov, mais ça reste Yaakov. Regardez ce qu'il nous dit. Le Ktav HaKabbalah, Makor 77, Hashemesh ve'yareach, ve'ine ra'iti le rabotenu. Il y a un Midrash Ne'alam très ancien, nous rappelle le Ktav HaKabbalah, Shamru. Al teruni shani shchoret sheshazavtani Hashemesh. Ne me vois pas avec mon teint allé. On parle dans Shir HaShirim qu'au bout du compte, à cause j'étais brûlé par le soleil, et Trazer al Yaakov, qui parle en disant à Kadosh Baruch Hu, ne me regarde pas comme je suis avec ce teint allé à cause du soleil, c'est Yaakov. Donc le soleil, encore une fois, c'est la dimension de Yaakov. Des Shaltana de Yaakov, Bekedema ou Shimsha. Okay? C'est lui, au bout du compte, qui a, encore une fois, qui exprime ce soleil. Ve'trazer ou Shaltana le'esav, ve'taver mene Yaakov. Comme vous le savez, la manière de diriger le monde d'un point de vue naturel, puisé par le soleil et la dimension de la lune, les deux sont au bout du compte pris, générés par Yaakov lui-même. Amaral teruni shani shchochet, Dea et Tava, c'est-à-dire qu'au bout du compte, le soleil, la dimension du soleil a été donnée à Yaakov au moment de la bénédiction de Yitzhak, quand il bénit Yaakov au lieu de Esav. Donc le soleil, c'est Yaakov, et la lune, machinalement, c'est Yaakov. Donc les deux, en fait, c'est Yaakov. La Danjavtani, Hashemesh, Kacher, Itaber, Mine, Shalta, Deshimsha, les fils de Hashemesh, Vayareach, donc les deux, eh bien, Shnehem, Moussavim al Yaakov. Donc quand est évoqué au bout du compte, eh bien, le soleil et la lune, il s'agit encore une fois de ces deux facettes du père de la nation hébraïque. Et quelle est la surprise quand justement Yosef raconte son rêve? La surprise, la question que va se poser immédiatement. Ah, pardon, je vois qu'il y a Arnaud qui est parti. La question que va se poser immédiatement Yaakov Avinu, okay, c'est en fait, vous voyez, Midrash Rabbah, Makor 78, Ine Hashemesh, Besha'a She'amar Yosef, Ve'ine Hashemesh Vayareach, Amar Yaakov, Migilalo Sheshmi Shemesh. Qui a révélé à Yosef que je suis le soleil? Le fait que Yaakov soit la lune, ça c'est une évidence, on le sait. Mais Yosef est en train de révéler que Yaakov est aussi le soleil, ce qui n'était pas encore su. Maintenant, la problématique qui est posée à ce moment-là, c'est comme on a dit, les frères sont conscients que la parole est céleste. Yaakov essaye de changer les choses, comme on a dit, de tourner au ridicule et de faire en sorte que cette parole ne soit pas considérée comme une parole prophétique. Mais, comme on dit, les frères n'y croient pas une seconde. Ne croient pas une seconde que ce n'est pas une parole prophétique. Et du coup, les deux versets suivants que je voudrais traiter avec vous, Makor 79, Vaikanu bo echav, vaviv shamar et adavar. On revient à ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Ils vont faire preuve de jalousie à son égard, et Yaakov conserve, je traduis littéralement, conserve la parole de Yosef qui a été tenue. Et deuxième verset, qu'on va devoir aussi l'expliquer, Vailchu echav
lirot et atson aviem bishchem. Et les frères vont aller paître le troupeau de leur père à Shrem. Quelle est, encore une fois, la corrélation entre ces deux versets qui sont évoqués ici? Et puis, il y a un petit détail aussi qui est intéressant, c'est que dans la Torah, vous savez qu'il y a 10 endroits où il y a des points. Il n'y a pas de voyelles, il n'y a rien du tout dans la Torah, dans le Sefer Torah, mais on sait qu'il y a 10 endroits où il y a des points. Quand Abraham et Sarah se discutent de manière ardente sur ce qu'ils vont faire avec Ishmaël, alors il y a des points sur cette paracha-là. Sur l'embrassade de Yaakov et de Esav, Vaitnashku, est-ce que Esav, au bout du compte, il a voulu mordre Yaakov ou il l'a vraiment embrassé? Alors là aussi, il y a des points. Et sur ce et ici, lirot et son aviem, sur ce et, eh bien, il y a aussi un point. Alors, on va essayer de comprendre effectivement ce qu'on peut retirer de cela, ce qu'on peut étudier de cela. D'abord, sur la jalousie, encore une fois, je pense qu'il va conclure tout ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant. Eh bien, va nous dire le Midrash, Yadou ki kasher patar lem aviem, kach atid liot. Donc, ce n'est pas seulement parce que Yaakov est invoqué, est énoncé, est ingéré dans le sens de ce rêve, c'est parce qu'à partir du moment, encore une fois, où Yaakov est aussi, puisqu'il a raconté ce rêve, comme on l'a dit tout à l'heure, il a raconté ce rêve de nouveau à Yaakov devant ses frères, ils sont conscients, tout le monde est conscient, que si Yaakov, au bout du compte, a donné le sens à ce rêve, ça veut dire qu'il y a quelque chose de vrai qui va se produire par la suite. Et c'est pour ça aussi que Yaakov, comme on l'a vu, c'est lui qui est en train directement d'interpréter le rêve qui a été tenu par Yosef. Yosef n'avait pas dit de qui il s'agissait, mais Yaakov l'a compris tout de suite. Donc, le Malbim va nous dire, accord numéro 81, Omnam, Ma shechachav Yaakov edegarato, ce que Yaakov pensait en lui faisant comme ça des remontrances, chez les Kachamat Echav Ayabefer, Kikanu Bo Echav. Encore une fois, en pensant que la colère de ses frères allait se calmer. Mais les frères ont très bien compris qu'il y avait quelque chose de vrai dans ses rêves. Et ils pensaient évidemment que le père Yaakov Avinu voulait le nommer, encore une fois, roi sur ses frères, en lui donnant encore une fois ce devoir d'aînesse. Omnam, Aviv Shamar et Adavar. Et Yaakov a très bien compris. Et c'est pour ça que ce verset ici est fondamental de Shamar et Adavar, Chalom Nevoui, Magid Atidot. Il annonce le futur. Donc cette haine, encore une fois, eh bien, elle est, semble-t-il, inévitable. Et ce qui va se passer par la suite, on le sait parce qu'on connaît l'événement, mais on n'a pas fini encore. On devra une troisième partie, encore une partie supplémentaire jusqu'à la vente de Yosef Hatzadik qu'il faudra développer. En attendant, vous voyez que cette haine, encore une fois, elle est reconnue, elle est claire. Yaakov essaie de tout faire pour essayer d'amenuire, d'essayer de générer ça, de retrouver la cohérence, encore une fois, des frères malgré tout, mais ce sera sans succès. Et nous dit Manitou, Makor 82, Bechol Pam, Yosef Mishtaj Vemila Veine, voilà ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, Stan, quand tu m'as demandé justement sur la dimension prophétique, on avait eu l'occasion, quand on avait parlé de Iné Soulam Yaakov, quand l'échelle de Jacob, elle arrive avec ce Iné, et on voit là encore une fois qu'il y a plusieurs fois ce mot de Iné, quelque chose qui, encore une fois, qui relève de la surprise, qui relève de l'inattendu. Et donc, justement, Yosef ne s'attend pas à ses rêves et pourtant il s'y passe. Et Rav Ashkenazi relève cela en disant justement que on voit qu'à chaque fois qu'utilisait justement ce mot de hiné, okay, et voici, les terdiuk milazou choseret alatzma shalosh pa'amim bachalom arishon. 3 fois dans le premier rêve et 2 fois dans le deuxième rêve. La chen yesh bachalom arishon shalosh nevuot. 3 fois hiné, 3 prophéties. Première, arishona, shinui amiktsoa shel aachim. Miro et son, les me'almim alumim. Ça, quelque chose ici qui est quand même assez intéressant parce que qu'est-ce qui différencie au bout du compte le berger de l'agriculteur?
Et je crois que ça, c'est une des premières dimensions qui va créer un problème de communication entre Yosef et ses frères. Aux yeux de Yosef, on veut transformer une réalité nomade en réalité sédentaire. La problématique qu'est en train d'évoquer Yosef, c'est qu'être sédentaire en Égypte, c'est très dangereux. Et être nomade en Israël, c'est aussi très dangereux. Mais sans que ce soit inévitable pendant cette période-là. Je vous rappelle aussi, ce que nous enseigne Rachamim, c'est qu'on aurait pu être résident étranger en Eretz Israël. Qu'on n'aurait pas eu besoin de descendre en Égypte pour être là-bas des résidents étrangers. Mais la problématique de Yosef, qui laisse entendre qu'au bout du compte, on va être des résidents fixes en Égypte. Et ça, évidemment, c'est un problème. Mais donc, Yosef Hatzadik, dans cette première prophétie, est en train d'annoncer au bout du compte le changement de profession des frères. Comprenez le changement de statut. Deuxième prophétie, Betali Chazé, Yele Yosef Tafkid Meyuchad. Et que dans cette prophétie, que dans cet événement qui va se produire, les Yosef, il y aura un rôle particulier. Ine Kama, Alumati, Vegam Nitzva. Mon rôle est en train de se tenir debout, donc Nitzva, je deviens roi sur vous. Troisième prophétie, Akara Mitzada Achim Betafkid Meyuchad Shel Yosef. Le fait qu'effectivement je sois honoré d'un rôle particulier, très bien. Mais la troisième prophétie qui est annoncée, c'est que vous allez le reconnaître. Vous allez me reconnaître avec ce rôle particulier. Vous allez vous prosterner devant cette meule. En fait, ce qui est décrit dans ce rêve, évidemment, c'est la suite des événements qu'on connaît. Dans le premier rêve, on apprend en fait que le rôle de Yosef, justement, est un rôle fédérateur. Parce qu'on a parlé de la personnalité de Yosef. Ce n'est pas un rôle pour, au bout du compte, être méprisant à l'égard de ses frères. C'est pour arriver à réunir ses frères, avoir cette unité de ses frères. Ou atid la achel et ta'achim. Et c'est ce qu'il va faire. D'autant plus à la mort de... D'ailleurs, frère au sens de tous les frères juifs, parce qu'il va en Égypte pour constituer une nation et pour qu'il y ait un clan Israël et non pas... Ça, c'est la deuxième dimension. On y arrive dans une seconde. D'abord, quand tu remarques, quand on parle, justement, même dans la controverse, tu remarqueras qu'on parle de Yosef et Echav. On n'a pas dit machloket des frères, de tous les frères. C'est-à-dire qu'il y a une sorte, au bout du compte, de cohésion qui va se passer grâce à Yosef en Égypte. Ça, c'est le premier stade. Et le deuxième rêve, j'arrive justement à ta remarque, Arnaud, où me'achalom hasheni, lomdim shu atid le'ached et kol bet Israël. Et dans le deuxième rêve, on apprend qu'en fait, il va réunir tout le peuple juif. Je vous rappelle aussi que Yosef Gematria Tzion, ça veut dire qu'au bout du compte, c'est par le biais de Yosef Hatzadik, les Hatsamot, n'est-ce pas? L'essence même, les os de Yosef, au bout du compte, c'est avec eux qu'on revient en Israël, que le peuple se constituait. Ou à Tiliot Atzir Amerkazi, donc c'est la charnière fondamentale, Vezvivo Atida Leivatzer Achdut Bet Israël Kulo. Et c'est autour de lui que va se constituer la maison d'Israël. De la même manière que je vous rappelle dans le prophète Yirmiyahu, que Rachel Imenu, elle pleure tous ses enfants. Et tous ces enfants comprenaient tout le peuple, avec l'annonce du retour du peuple en tant que peuple en Israël. Seulement, Bedgouva, en réaction à cela, Achim Mekanimbo, les frères sont jaloux de lui. Sinatam, donc on voit bien qu'au bout du compte, hélas, la raison profonde de cette haine a été d'abord et avant tout une incompréhension, encore une fois, entre les frères. C'est pour ça que j'insiste sur ce point. Si ce n'est pas Yosef, on a l'impression qu'on a en face de nous quelqu'un de profondément orgueilleux. On a quelqu'un, de la même manière que on dira quand Yosef justement est similaire au pharaon en Égypte, alors il a reconnu ses frères, mais ses frères ne le reconnaissent pas. Oui, Kira Velo Ikiruhu. Mais en fait, excuse-moi,
il est tout l'inverse d'orgueilleux. Il est d'une sniout complète. Il sait exactement que tout ce qui passe, tout ça ne fait que passer par lui et il doit tout à Kadosh Baruch Hu. Il a fait. Donc, il est presque, c'est phénoménal. Il faut des années normalement de sagesse. Enfin, je parle pour moi. Non, mais pour arriver à comprendre ça. Et lui, il l'a de façon innée. C'est phénoménal. Je suis ravi. Mais mec, je suis super content que ce soit que tu saisisses cela parce que c'est vraiment très important. Quand en général, les gens parlent de Yosef, ils en parlent avec beaucoup justement. C'est pour ça que l'introduction que je me suis permis de donner sur Yosef, elle était fondamentale. Parce que ça nous fait comprendre encore une fois toute la personnalité de Yosef et combien justement, si elle est comprise de manière erronée, chitrite, extérieure, alors on passe à côté de l'essentiel. Mais cette incompréhension-là, c'est ça qui malheureusement a fait amené ce que ça a amené. À être prêt à vendre Yosef à Tzadik pour une paire de chaussures. Comme dit le prophète Oshéa, Osée. En tous les cas, cette incompréhension-là, ou à Tilimlor Alehem, donc il va gouverner sur eux, ils ont compris ça autrement. Les didam, ou à Tilimlor Al-Am Acher, Velo Alehem. Comme je vous avais dit, ce que les frères entendent, c'est que Yosef, au bout du compte, perd son identité. Il va s'assimiler à la culture égyptienne. C'est ça que les frères, au bout du compte, entendent et voient. Il va être le maître universel du monde civilisé, du monde économique, et qu'au bout du compte, il perd de cette identité hébraïque. Alors que Yosef, c'est exactement l'inverse. Il est profondément hébreu, mais à son niveau à lui, eh bien, il est capable de rester profondément hébreu et malgré tout, d'avoir comme ça une influence impressionnante sur le monde. Donc, le conflit qui existe essentiellement entre Yehuda et Yosef, c'est un conflit qui est, comment dirais-je, qui est la pierre angulaire dans la constitution du peuple juif. Et ça revient à la question que tu m'as posée tout à l'heure, Elia, dans notre influence sur le monde. Il y a une image du Rav Kook que j'aime souvent citer, c'est l'enveloppe et la lettre. Si on influence plus le monde quand on est parmi lui ou quand on est chez nous de manière profondément nationaliste. Et la réponse à cette question, eh bien, l'image que donne le Rav, à savoir que quand on est en Chutz Laaretz, alors on a influencé le monde, c'est l'enveloppe. Mais la lettre à l'intérieur, elle est restée comme elle était. Quand on arrive en Israël, quand on revient et qu'on se construit en tant que nation, alors automatiquement, eh bien, c'est clair qu'en extérieur, on a l'impression que la croûte, elle est en train de se briser, avec toutes les discussions sociétales qui sont absolument scandaleuses et terribles, alors qu'en fait, à l'intérieur, il est en train de se réparer quelque chose de profondément sensationnel. Tout cela parce que le peuple juif est en train de revenir sur sa terre et de retrouver son identité. D'accord ? C'est ça la nuance fondamentale. Et Yaakov est conscient de cela, donc il patiente, il garde ce propos. Vous voyez, Rashi, Makor numéro 83, Shamar et Adavar, Aya Mamtin, il attend, ou Metsape Matayavo, et il attend de voir quand est-ce que ça va se produire. Shomer Emunim, Lo Tishmor al-Khatati, Lo Tamti. Donc, l'ishmor, c'est attendre. Maintenant, il faut être patient. Il faut être patient avec tout ce que ça va évidemment impliquer, comme aussi chose délicate, mais en tout cas, c'est de faire, ça se passe de la meilleure manière possible. Les frères, pour ne pas porter atteinte à Yosef, surtout devant leur père, ils s'éloignent. Ils s'éloignent le plus loin possible de leur père. Ils vont aller garder le troupeau à Shrem. Pourquoi Shrem et pourquoi ce point qu'on est en train d'évoquer sur le Het. Je reprends les propos de Rashi. Lirot et Tatson, Nikud al-Chet, Shelo al-Chou, Ela, Lirot et Tatsmam. Ils ne sont pas allés au bout du compte garder le troupeau, ils sont allés se garder eux-mêmes. Ils vont aller, entre guillemets, c'est ce que veut dire le Midrash, ils vont aller boire, ils vont aller manger ailleurs, ils vont aller entre guillemets, se détendre pour calmer cette colère qui les anime profondément. Ils se sont écartés, vous voyez, Midrash Toladot, le Manitou de nouveau, les frères, Itachakumi Beitaviem,
Ils ne veulent pas, au bout du compte, continuer à fomenter, si je puis dire, cette controverse, le feu de cette controverse, encore une fois, qui les anime à ce moment-là. Donc, ils s'en vont. Rav, je voudrais poser une question. Quelqu'un, je t'en prie. C'est peut-être une question naïve et c'est pas grave, mais je comprends pas pourquoi il y a toute cette histoire. Pourquoi ça? Parce que c'est jamais gratuit. Il y a toujours des leçons qui nous servent dans la vie tout le temps. Pas que pour nous, pour tout. Pourquoi c'est pas fait de façon beaucoup plus simple? Yosef a rêvé et il dit qu'il faut amener ses frères en Égypte et le père explique, il faut aller en Égypte pour se constituer comme nation, pour apprendre à ne pas être nomade sur notre terre et pour ça on a besoin de passer par l'Égypte. On va en Égypte et puis voilà. Pourquoi il faut qu'on en passe? Pourquoi est-ce qu'on nous explique que les frères veulent le tuer? Pourquoi il faut qu'on en passe par là? Pourquoi il y a tellement de tension dans tout ça? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? D'abord parce que c'est pas une question, c'est une question qui est très importante. Nous sommes dans un défi permanent. J'ai eu l'occasion d'évoquer le fait que la terre, par essence, est en contradiction avec la finalité du projet divin. Il y a des contradictions permanentes parce que quand tu choisis au bout du compte une valeur et que tu exclus toutes les autres, c'est beaucoup plus facile à gérer. Sauf que ce que Akadosh Baruch Hu veut construire comme projet, c'est tout inscrire dans une même nation. Les contradictions internes dans la nation font partie de la nation. Regarde ce qui se passe. On entend souvent ce reproche sur le fait que dans l'État d'Israël, il y a quand même énormément de partis. Enfin, certains pensent qu'il y a énormément de partis, alors qu'en fait, il n'y en a qu'un, il y a Otzma Yehudit. Mais bon, ça, c'est notre problème. Mais, d'accord, le fait c'est que, à part, encore une fois, même la problématique, je vais essayer de parler dans un langage le plus noble possible, la problématique de penser au monde, elle est fondamentale pour Israël. La problématique de penser aux frontières et au nationalisme rigoureux, elle est fondamentale pour Israël. La problématique de penser à la Torah et à la valeur de la Torah est fondamentale pour Israël. Tout ça, toutes ces valeurs-là, au bout du compte, elles peuvent être contradictoires l'une envers l'autre. Comment est-ce que tu peux à la fois penser à l'humanité et être profondément, encore une fois, virulent, rigoureux à l'égard de ta terre? On a été dans un tioul il y a quelques mois de cela. C'est clair, j'ai compris. D'accord? Je vais juste rajouter une anecdote que je raconte souvent là-dessus. On était dans un tioul au début de l'année. Il y a des jeunes juifs qui sont arrivés de France, qui font partie du programme à la Yeshiva. Et on est en tioul, et je vois on est en plein air, avec des prochaines du verre et tout ça. Et on voit des boîtes de conserve et des bouteilles, etc. Tout de suite, qu'est-ce que je fais? Je prends ces bouteilles et on dit, viens, j'encourage un garçon ou deux à venir avec moi. On ramasse ces bouteilles, on est dans un beau terrain, on veut protéger la nature. Et le garçon m'a dit la chose suivante qui m'a beaucoup fait rire. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui est clairement de droite, je cite ses propos, et qui est profondément écologique. C'est-à-dire qu'on est en train, on s'est habitué à l'idée que celui qui parle d'écologie, en général, c'est quelqu'un qui est plutôt à gauche. Vous voyez la problématique? Alors que justement, dans cette réaction à l'égard de ma terre, alors automatiquement, j'ai un profond respect, une profonde affection, et donc, encore une fois, une volonté de protéger cette nature sur ma terre du mieux que je le peux. C'est exactement cette problématique-là. Pourquoi ça ne peut pas se passer autrement que par cette tension? Parce qu'il faut que ces identités distinctes se constituent à part entière pour pouvoir après être unies. Mais en attendant, c'est compliqué. Quand vous avez, en tant que père de famille, vous avez des enfants adolescents, et quand on a des enfants adolescents, alors on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il va de travers? Réponse, c'est fondamental. C'est fondamental qu'il puisse constituer sa propre identité, que ce n'est pas une copie, voire même une vaine copie du père ou de la mère. Donc c'est fondamental. À l'échelle de la nation, d'autant plus.
Mais les frères, vous remarquerez qu'à ce stade-là, en tout cas, ils ne sont pas en train de vouloir, en aucune manière, tuer, Shalom, ou blesser leurs frères. Ils s'en écartent. C'est quand même déjà, encore une fois, une réparation exceptionnelle si on se remémore Caïn et Abel, où justement, la première démarche a été d'assassiner l'être frère. Cet ajout, Yosef, c'est pas Yosef, justement, comme Caïn, il était un être à part entière, et que va lui adjoindre Abel. Donc, on a la même problématique ici, que les frères sont nés, Yosef est donc un ajout, et malgré tout, ils ne vont pas le tuer, mais ils vont s'en écarter. Pour l'instant, en tout cas. Et ils partent pas n'importe où, ils partent à Shrem. Là aussi, on va essayer de réfléchir 2 secondes sur ce point. Arnaud, je t'ai répondu à la question? Oui, c'est très clair, je comprends bien maintenant. En fait, les frères représentent quand même une facette importante et nécessaire d'Israël. Bien sûr. Là où Yosef, c'est un mouvement qui est nécessaire à un moment aussi. Et il faut qu'il y ait la force la puissance, pas la puissance, la légitimité d'Akadosh Baruch Hu pour lui permettre de réaliser ça, sans quoi il n'aurait jamais pu déplacer qui que ce soit d'Israël, et c'est plutôt bien comme ça. Ok, j'ai compris. Merci. Ah ça, donc les frères au bout du compte, vous voyez ce que nous dit le Malbim, il s'appelle Kizera Sina Azot, Itzemiach Rosh Lana, il y a une haine, elle est clairement vécue maintenant. Les man itrachek memenu, ils vont s'écarter de lui et de ses paroles, ou menechala, vedibato, de tout ce qu'il a pu dire au bout du compte, il s'en écarte totalement. Itrachaku, lirot son aviem. Vous voyez, il n'y a pas écrit son, il y a écrit son aviem. Donc, c'est-à-dire qu'il ne se coupe pas de la famille, il ne se coupe pas de cette cohésion, encore une fois, de la famille hébraïque. Seulement, il s'écarte au bout du compte pour le mieux de ce projet qui est en train de se mettre en place. Ou Batrou, évidemment, ils étaient confiants que Yaakov Avinu ne va pas envoyer Yosef auprès d'eux à ce moment-là et donc du coup le mettre en danger. Chez Aviv lo ishlachenu lesham chez Umakom sakana. Leur grande confiance, encore une fois, dans ce qui est en train de se produire maintenant, c'est que Yaakov ne va pas envoyer Yosef là où ils sont. וגם שאם יהרגוהו שמא יתלה אביהם שהעמים יושבי הערים הרגוהו משנאתם את יעקב. Et évidemment que même s'il l'envoyait et que au bout du compte eh bien il le tuerait, alors il pourrait mettre ça sur le compte des nations qui sont autour de nous, puisqu'à une époque les nations autour d'Israël avaient une haine viscérale à l'égard d'Israël. Je me rappelle d'une époque jadis, maintenant ça n'existe plus. Mais à l'époque de Yaakov, il y avait comme ça, des nations autour qui nous haïssaient totalement. Donc, il part là-bas. Encore une fois, pour l'instant, ils sont confiants sur le fait que Yosef ne va pas venir. Mais vous remarquerez qu'ils ne sont pas allés n'importe où. Ils sont allés à Shrem. Et la ville de Shrem, la valeur de cette ville est très importante. Regardez ce que nous dit Makor 87, le Midrash. Ir Shrem, Kar Shema Shrem, Hashem Beno Shrem. Comme vous vous rappelez, Shrem, ce fils de Hamor, qui avait violenté Dina. Lama Nikret Shrem, pourquoi est-ce que cette ville est appelée Shrem? Le fait que cette ville, elle porte le nom de celui qui a commis un acte de violence, montre bien qu'elle est animée par cette violence. Sham, Eino et Dina. Shama, ils ont justement donc porté préjudice à Dina. Sham, Machrouet Yosef, c'est là-bas qu'ils vont vendre Yosef. Sham, Nitralka, Malchut Bet David. C'est là-bas que la royauté de David a été séparée, a eu cette scission. Sham, Nimtseu, Ratzchanim. Et il y a eu des meurtriers là-bas. Alors pourquoi est-ce que. Okay. Lévi, je ne sais plus, Lévi et quel autre frère, ils ont massacré tout le monde, il n'y avait plus personne. Shimon et Lévi. Ouais. D'accord. Mais tu as quelque chose qui est. D'abord, eux, ce qu'ils ont fait, c'était une bonne chose en réaction à ça. Mais la problématique, c'est que tu as comme ça puisque je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, puisque Israël inclut en elle toutes les valeurs de l'humanité, donc elle inclut à la fois les valeurs les plus nobles et à la fois les plus basses. On ne se porte pas volontaire pour elles. Mais, encore une fois, elles sont incluses
dans l'identité de la création. Donc, dans cette ville de Shrem, où les frères vont partir, il y a déjà quelque chose de problématique dans cette ville. Et étrangement, c'est la même ville où Yosef va être enterré. C'est cette ville qui a été acquise par Yaakov Avinu. Toute la ville a été achetée, au bout du compte. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir au bout du compte quelque chose qui est absolument terrible et semble-t-il quelque chose qui a fait d'une grande noblesse? La réponse, elle est à la fin des temps. Justement. Qu'az aport el amin, au moment où Akash Baruch Hu va justement transformer ces peuplades en une seule langue claire, pas une langue linguistique, une langue claire et des messages clairs, à savoir l'ikro kulam beshem Hashem, de reconnaître encore une fois que au nom de tous, d'appeler Akadosh Baruch Hu et d'appeler à le servir, Shechem Echad, avec une seule épaule. Et justement, sur notre dos, Shechem Echad, on retrouve le nom de Shechem. C'est-à-dire que la ville où va démarrer la scission, c'est la ville où va se retrouver aussi l'union. Et quand Yaakov, ça c'est ça que je veux, Pesach Hashem, faire, donc après Pesach maintenant, mais en tous les cas, quand Yaakov va envoyer Yosef vers ses frères, Shlom et Chav, et on va en reparler la semaine prochaine, il va l'envoyer pour essayer de retrouver une certaine sérénité avec ses frères. Où est-ce qu'il l'envoie? Regardez, c'est quand même c'est la finesse des psukim. Où est-ce qu'il l'envoie? Il ne l'envoie pas à Shrem. Il l'envoie à Hebron. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il envoie Yosef auprès de ses frères. On aurait pu dire, Chaz Shalom, il l'envoie dans la gueule du loup. Mais il envoie son fils pour essayer de retrouver une certaine cohésion avec ses frères, en espérant que leur colère s'est calmée, et de retrouver justement cette cohésion et de faire en sorte qu'ils se réunissent, encore une fois, Hebron, le Chibour, qui est ce lien renouvelé, mais ses frères ne sont pas là-bas. Et il faudra passer par cet homme, justement, dont on ne connaît pas le nom, qui va lui indiquer où sont ses frères et ils sont à Shrem. Et Yosef va partir à Shrem par la suite. Juste pour être l'eau à la bouche, si je puis dire, l'homme en question, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'ange Gabriel. Et ça aussi, il faudra qu'évidemment on développe. Okay. Est-ce que le fait qu'ils lui disent qu'ils sont à Shrem, c'est un peu comme quand toujours les anges qui demandent à Abraham et comment est ta femme? Tu sais, c'est un peu ce message en disant est-ce qu'elle est en paix, ou je ne sais plus exactement la phrase, mais en fait, ça veut dire ils sont à Shrem, ça veut dire qu'ils sont animés par la colère, ou c'est ça? C'est ce que j'ai développé ici, bien sûr. On l'a dit clairement, ils sont en colère. L'irot et tatsma, ils sont en train d'essayer au bout du compte d'adoucir cette colère qu'ils ont en s'écartant de leur père, en s'écartant de la maison de leur père. Mais Yaakov, encore une fois, essaye de faire avancer le projet et est conscient que ça va passer par, encore une fois, ce conflit interne. Okay. Et jusqu'à la fin, Yaakov sera inquiet de savoir si malgré tout, il y aura encore des filtrages et des scissions dans cette famille ou non. Et il en sera rassuré jusqu'à la fin de sa vie. Ok. D'accord? Des questions? Bon, alors je m'arrête là. Et Bezrat Hashem, on reprendra après Pessah. On se tiendra au courant quand est-ce que vous voulez reprendre. Attends, là, il n'y a pas cours pendant combien de temps, là? Là, il n'y a pas cours pendant 3 mois. Et pourquoi il n'y aurait pas cours la semaine prochaine? C'est pas Pessah la semaine prochaine. La semaine prochaine, on est la semaine juste avant Pessah. On est 2 jours avant Pessah. Oui, mais avant l'heure, c'est pas l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Ouais, mais écoute, parce qu'avec ce genre de raisonnement, c'est ce que disait Pierre Dac. On aura éliminé la fatigue quand on arrêtera de travailler la veille des jours de congé. Donc, ce genre de raisonnement. Si je peux, on se tient au courant par le WhatsApp. Si je peux, avec plaisir, on continuera le cours la semaine prochaine. Sinon, rassure-toi, ce n'est pas 3 mois, c'est juste une semaine. Sinon, on reprend après Pessah. Tu vois, je suis gentil, c'est même pas à fin de Nissan, c'est juste après Pessah. Je n'ai pas encore vu les dates, ce qu'il y a tout de suite après Pessah, mais de reprendre la semaine juste après Pessah.
Bezrat Hashem. Si on fait quoi la semaine prochaine, si vous pouvez, avec plaisir. J'essaierai de voir de mon côté aussi, mais je veux aussi. Attends, on va demander qui peut la semaine prochaine. Non, mais moi aussi, il faut que je vérifie avec ma femme si au niveau du ménage, au niveau de tout ça, ce qu'on a à faire à la maison. C'est pour ça que je te dis. Non, tu ne vas pas la déranger. On fera le cours chez Sylviane. Elle pourra faire le ménage tranquillement. Si c'est ça, s'il n'y a que ça. Bon, aussi au courant par le WhatsApp. Merci. Avec plaisir. Merci infiniment. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bye, Laurent. Bye.